Oblige-toi à travailler sur toi chaque jour, non pas parce que tu en as envie, mais parce que tu en as besoin. Parce que personne ne viendra te sauver, te motiver ou construire la meilleure version de toi-même à ta place. Tu es le projet le plus important de ta vie, et si tu ne prends pas ça au sérieux, tout ce dont tu rêves restera à l'état d'intention. Tu veux des résultats? Commence par la discipline. Tu veux la paix d'esprit? Commence par l'autocontrôle. Tu veux la liberté? Commence par la responsabilité. Arrête d'attendre le moment parfait. Arrête de dépendre de ton humeur. Oblige-toi, pousse-toi, développe le caractère de celui qui ne capitule pas, de celui qui est présent, de celui qui travaille sur lui tous les jours sans excuse, car c'est là que se produit la véritable transformation. Avant que la vidéo ne commence, je veux que tu fasses quelque chose de simple mais de puissant. Va dans les commentaires et écris « À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque ». Fais-le non seulement pour participer, mais pour l'inscrire dans ton esprit. Parce que quand tu l'écris, tu le déclares. Et quand tu le déclares, tu le renforces. C'est une manière de reprogrammer ton subconscient, d'envoyer un message clair à ton cerveau. C'est moi maintenant, c'est mon chemin. Ne sous-estime pas le pouvoir d'une phrase écrite avec intention. C'est ainsi que débute le changement, par une décision, une parole et une action. Numéro 1. L'importance de prendre la vie au sérieux. Prends la vie au sérieux, non parce qu'elle est un fardeau, mais parce que c'est un cadeau limité, un privilège qui parfois se gaspille par manque de direction. Beaucoup de gens vivent comme s'ils allaient être là pour toujours, comme si chaque jour ne comptait pas, comme si le temps était une source infinie. Mais ce n'est pas le cas. La vie est un voyage qui ne se reproduit pas, et tout ce que nous faisons aujourd'hui, chaque petite action, chaque décision que nous prenons ou évitons, trace la route de notre destinée. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, qui le fera pour toi? Chaque jour est une opportunité de construire la meilleure version de toi-même. Il ne s'agit pas de t'obséder par la perfection, ni de te comparer aux autres. Il s'agit de te regarder dans le miroir et de te demander si tu es fidèle à ce que tu sais que tu peux devenir. Est-ce que tu grandis ou tu ne fais que survivre? Est-ce que tu apprends ou tu te laisses emporter par la routine? La croissance n'arrive pas par accident. Elle arrive lorsque tu l'as choisie, et la choisir implique intention, sacrifice et engagement. Prendre ta vie au sérieux signifie que tu ne cherches plus d'excuses. Cela signifie que tu acceptes la responsabilité de ton histoire, peu importe ce que tu as vécu au départ. Nous commençons tous à des points différents, mais ce qui compte, c'est la direction que tu décides de prendre à partir de maintenant. Et cela implique de travailler chaque jour, même quand tu n'en as pas envie, même quand personne ne t'applaudit, même quand le chemin est long et que rien ne semble changer. C'est dans ces moments-là que se bâtit le caractère. Vouloir un futur meilleur pour toi et pour ceux que tu aimes n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vision. Cela requiert que tu poses des limites, que tu dises non à la facilité, que tu t'entoures de personnes qui construisent elles aussi. Parfois, cela signifie t'éloigner d'environnements où l'effort et la croissance ne sont pas valorisés. Cela signifie rester en train de travailler pendant que d'autres se reposent. Cela signifie lire alors que tu pourrais te distraire. Cela signifie économiser lorsque tout le monde dépense, non parce que tu es aigri ou parce que tu sacrifies ta vie, mais parce que tu comprends que ce que tu bâtis maintenant portera ses fruits plus tard. L'effort ne se voit pas toujours immédiatement, mais il produit toujours des résultats. Ce qui semble dur aujourd'hui fera partie, demain, de ton histoire de dépassement de soi. Chaque pas compte, chaque petite victoire, chaque habitude acquise, chaque tentation surmontée. Ces moments qui paraissent insignifiants sont les briques d'une vie solide. Tu ne concours contre personne d'autre que ta version d'hier. Et si chaque jour tu avances un peu, alors tu es en train de gagner. Dans la philosophie stoïque, cet état d'esprit n'est pas nouveau. Les stoïciens enseignaient que nous devons vivre avec un but aligné sur la vertu et utiliser la raison pour guider nos actions. Ils disaient que nous ne pouvons pas tout contrôler, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous répondons aux événements. Pour eux, prendre la vie au sérieux signifiait vivre chaque jour comme si c'était le dernier, non pas dans la panique, mais avec une présence totale. Être discipliné n'est pas un fardeau, c'est une forme de liberté, car celui qui se maîtrise n'est pas l'esclave de ses impulsions, mais le maître de sa route. Ne prends pas ta vie au sérieux uniquement quand une crise survient ou quand il est déjà trop tard. Fais-le maintenant,
Parce que si chaque jour tu vis avec un objectif, si chaque jour tu décides d'avancer un peu, si chaque jour tu choisis de grandir au lieu de te contenter, alors dans quelques années tu te remercieras. Non pas d'avoir eu une vie facile, mais d'avoir eu le courage de vivre avec intention, d'avoir misé sur toi-même, sur ton futur et sur l'héritage que tu désires laisser. Parce qu'au final, ce que nous faisons de cette vie, notre unique vie, est ce qui compte réellement. Numéro 2, travaille plus sur toi-même que sur ton emploi. Tu travailles dur dans ton emploi, tu arrives à l'heure, tu fais tes tâches, tu supportes la pression, tu fais même des heures supplémentaires. Mais combien de temps travailles-tu sur toi-même? Combien de temps consacres-tu à te connaître, à te renforcer, à élargir ton esprit et tes capacités? La plupart des gens s'épuisent pour un salaire, mais négligeant leur âme, leur croissance, leur vision. Ils mettent toute leur énergie à bâtir le rêve de quelqu'un d'autre, tandis que le leur reste enterré sous la routine, la fatigue et l'absence de direction. Bien sûr, avoir un emploi est important, être responsable est essentiel. Mais tu ne peux pas permettre que ce soit la seule chose que tu nourrisses. Parce que ton emploi t'apporte de la stabilité, oui, mais ton développement personnel t'apporte la liberté de choisir, de créer, de transformer. Quand tu travailles sur toi-même, non seulement ta vie s'améliore, mais tu commences à voir des opportunités là où tu ne voyais que des limites. Ton esprit se développe, ta perspective change, ton estime de soi grandit, et cela vaut plus que n'importe quel chèque de fin de mois. Investir en toi-même est le meilleur investissement que tu puisses faire. Pourquoi? Parce que personne ne peut te l'enlever. Tout ce que tu apprends, tout ce que tu renforces dans ton caractère, tout ce que tu développes dans ta mentalité devient un outil pour avancer, t'adapter et prospérer. Mais ça n'arrive pas par hasard. Cela se produit quand tu fais de toi une priorité quotidienne. Et ça demande le courage d'éteindre la télé pour ouvrir un livre, de te lever un peu plus tôt pour méditer, écrire ou planifier, d'apprendre quelque chose de nouveau même si tu n'en as pas besoin aujourd'hui, parce que tu sais que la connaissance est une graine qui fleurira au moment opportun. Beaucoup se plaignent de ne pas avoir d'opportunités, mais ils ne sont pas prêts à les saisir. Comment vas-tu repérer plus loin si ton esprit est à l'arrêt? Comment vas-tu grandir si tu ne sèmes rien de nouveau en toi? La clé réside dans un changement de mentalité. Passer de vivre uniquement pour remplir des obligations à se construire de l'intérieur. Améliore tes compétences. Apprends à mieux communiquer. Prends soin de ta santé physique et émotionnelle. Entoure-toi de personnes qui t'inspirent plutôt que de te vider. Pose des questions, cherche des réponses et reste humble, car l'apprentissage ne finit jamais. Travaille sur toi comme si tu étais ton propre projet le plus important, car tu l'es vraiment. Ne te cantonne pas à la zone où tu te contentes de faire le minimum. Sors-en, défie-toi, confronte-toi à l'inconfort, étudie de nouveaux domaines, écoute des idées différentes des tiennes, va au-delà du divertissement et recherche la sagesse. Pendant que d'autres ne font que survivre, toi tu te réveilles. Pendant que d'autres se satisfont, toi tu évolues. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité envers toi-même. Le stoïcisme nous rappelle que la vraie richesse réside dans l'âme, que le travail le plus noble est celui que l'on fait à l'intérieur, que cultiver le caractère, la raison, l'autocontrôle et la vertu est plus précieux que n'importe quel diplôme ou salaire. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler les circonstances extérieures, mais nous pouvons contrôler le jugement que nous en avons. Et pour cela, nous devons nous y préparer. Parce que quand tu changes de l'intérieur, tout ce que tu peux accomplir à l'extérieur change aussi. Pose-toi une question sincère. Que se passerait-il si tu te consacrais au moins 1 heure par jour rien qu'à toi, non pas à te distraire ou fuir, mais à te développer, à réfléchir, à étudier, à t'observer? Où en serais-tu dans 6 mois, dans 1 an? Le changement serait inévitable, non parce que le monde aurait changé, mais parce que toi, tu aurais changé. Et au final, c'est là le vrai pouvoir. Devenir quelqu'un capable de créer des opportunités et non de les attendre. Quelqu'un qui peut apporter davantage de valeur au lieu de seulement l'exiger. Quelqu'un qui vit avec intention et non en tuant le temps. Travaille plus sur toi que sur ton emploi, car le jour où ce dernier prendra fin, la seule chose qui te restera sera la personne que tu es devenue. Et si tu as fait le travail intérieur, tu n'auras rien à craindre, parce que tu sauras que tu possèdes les outils, la vision et la mentalité pour repartir de zéro, où que tu sois, et construire quelque chose d'encore meilleur.
Numéro 3. Établir des intentions si alors. Il y a un pouvoir énorme dans le fait de décider avant que le moment n'arrive. Beaucoup de gens échouent non pas parce qu'ils n'ont pas de but, mais parce qu'ils attendent de se sentir motivés au moment critique. Ils attendent d'avoir l'envie, la clarté ou l'énergie juste au moment où ils doivent agir. Mais la vérité, c'est que dans ces instants, l'esprit a tendance à négocier et te dit que tu peux le faire plus tard, que ce n'est pas si important, que tu es fatigué. Et si tu n'es pas préparé, tu cèdes à chaque fois. C'est là qu'intervient la clé d'établir des intentions. Si, alors. Cette stratégie apparemment simple entraîne ton esprit à agir automatiquement, sans avoir besoin de trop réfléchir. C'est comme te programmer. Si le réveil sonne à 6 heures, alors je me lève sans regarder le téléphone. Si je me sens stressé au travail, alors je respire profondément et je fais une pause. Il ne s'agit pas de motivation, il s'agit de décision anticipée. Se préparer mentalement avant d'arriver dans la situation fait toute la différence entre agir et reporter. Tu ne peux pas toujours compter sur ta force de volonté, car la volonté est comme une batterie qui se décharge. À l'inverse, les décisions prédéfinies te permettent d'agir même quand tu es fatigué, distrait ou à plat émotionnellement. Si tu as déjà décidé de ce que tu vas faire quand une situation se présente, tu n'as plus qu'à l'exécuter. Cela élimine le débat intérieur. Et là où il n'y a pas de débat, il y a de l'action. Ce type d'intention rend tes habitudes plus stables, car tu n'improvises pas. Tu n'attends pas que tout soit parfait pour agir. Tu mets en place un système interne qui te guide, quelles que soient les circonstances extérieures. Par exemple, au lieu de dire « je vais faire du sport quand j'aurai le temps », tu te dis « s'il est 7 heures du matin, alors j'enfile ma tenue de sport et je sors m'entraîner ». Aussi simple que puissant, car l'action est déjà définie, il ne reste qu'à t'y conformer. C'est également utile dans les moments difficiles, pas seulement pour les routines quotidiennes. Tu peux dire « si je reçois une critique, alors je me donne 10 secondes avant de répondre ». Ou « si je me sens tenté d'abandonner, alors je me souviendrai pourquoi j'ai commencé ». Les intentions « si alors » ne servent pas uniquement à la productivité, elles sont aussi des outils émotionnels, une manière de garder le contrôle quand l'esprit veut lâcher. Commence avec de petites choses. Tu n'as pas besoin de révolutionner toute ta vie d'un seul coup. Établis 2 ou 3 intentions que tu pourras appliquer au quotidien, écris-les, relis-les le matin, répète-les mentalement et surtout, respecte-les. Chaque fois que tu suis une intention que tu as toi-même définie, tu renforces ton intégrité personnelle. Tu montres que tu peux te faire confiance, et avec le temps, cela crée un état d'esprit inébranlable. Dans la vision stoïque, c'est un principe fondamental. Les stoïciens enseignaient que nous devions nous préparer aux événements avant qu'ils ne surviennent. Marc Aurèle notait dans ses « Pensées pour moi-même » qu'il anticipait chaque matin les difficultés possibles de la journée et se rappelait comment il devait y répondre. Cette préparation ne le rendait pas faible, elle le rendait libre. Parce que quand tu choisis ta réponse avant le chaos n'a plus de pouvoir sur toi. Les intentions « si », alors, sont un moyen moderne d'appliquer le même principe. Choisir la vertu avant que la tentation n'arrive. Ne sous-estime pas l'impact de décider à l'avance. C'est comme installer des barrières mentales qui te guident vers ta meilleure version. Parce que lorsque le moment arrive, et il arrive toujours, tu n'hésites pas, tu agis. Et chaque action que tu entreprends avec intention est un pas de plus vers la vie que tu veux construire. Ce n'est pas de la magie, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la chance, c'est de la préparation. Si tu répètes cela chaque jour, tu réaliseras que tu n'as pas besoin de motivation pour avancer, juste de clarté et d'engagement envers tes propres décisions. Numéro 4, le rejet des formules rapides. Nous vivons à une époque où tout le monde veut des résultats immédiats. Perds du poids en 7 jours, gagne de l'argent depuis chez toi sans effort, apprends une langue en dormant. Bien que cela semble attrayant, ces formules rapides sont un piège. Elles promettent beaucoup, mais ne construisent rien de réel. Parce que ce qui s'obtient sans effort se perd sans résistance. Et si tu n'as pas traversé le processus, tu n'es pas prêt à maintenir le résultat. Le succès réel, celui qui dure, ne se trouve pas dans les raccourcis. Il se trouve dans la constance, dans le travail silencieux, dans la pratique répétée. Il se construit dans les jours où personne ne t'applaudit, dans les moments où d'autres abandonnent,
et où toi, tu décides de continuer. Mais ça ne se vend pas bien. Ce qui se vend, c'est le facile, le rapide, ce qui soi-disant ne nécessite aucun sacrifice. C'est pour ça que tant de gens vivent frustrés, sautant d'une formule à l'autre, dans l'espoir que la prochaine soit enfin celle qui changera leur vie. Mais la vérité est tout autre. Il faut apprendre, appliquer, se tromper, se relever, corriger et avancer. Ça ne sonne pas aussi passionnant, mais ça fonctionne. Parce que pendant que d'autres cherchent le raccourci, toi, tu construis des bases solides. Et ces bases ne s'écroulent pas à la première crise, à la première critique ou au premier mauvais jour, parce qu'elles sont faites de discipline, de vision, de caractère. Rejeter les formules rapides, c'est un acte de maturité. Cela signifie que tu ne cherches plus des miracles, mais des stratégies. Que tu ne te laisses plus tromper par l'éclat superficiel de promesses vides. Tu sais que ce qui a de la valeur prend du temps, que ce qui est authentique demande de l'effort, et que tu es prêt à payer ce prix, car tu sais que sans le processus, il n'y a pas de fondation solide. Alors comment appliquer cela au quotidien? Change ton angle de vue. Ne cherche plus le chemin le plus court, mais le chemin le plus sûr. Investis du temps pour apprendre de vraies compétences. Lis, écoute, observe ceux qui sont déjà là où tu veux aller et intéresse-toi à leur processus, pas seulement à leurs résultats. Apprends à apprécier le travail bien fait, pas seulement la récompense immédiate. Et surtout, tiens bon quand tu as l'impression d'avancer lentement. Lentement ne veut pas dire immobile. Parfois, ce qui met le plus de temps à grandir est ce qui devient le plus robuste. Dans la perspective stoïque, cela est totalement cohérent. Les stoïciens ne croyaient pas aux récompenses instantanées. Leur objectif était la vertu, la maîtrise de soi, l'excellence intérieure. Épictète disait que si tu veux être un vrai philosophe, tu ne peux pas agir comme les autres. Tu ne peux pas rechercher la facilité, le confort ou la popularité. Il faut choisir la voie difficile, parce que c'est celle du véritable progrès. Le succès extérieur était sans importance s'il n'était pas accompagné d'une excellence intérieure. Quand tu rejettes les formules rapides, tu choisis de construire une vie avec un but. Une vie qui peut-être ne progresse pas aussi vite que celle des autres, mais qui ne s'effondre pas non plus au premier obstacle. Car tu n'improvises pas, tu bâtis du concret, du tien, quelque chose qui va durer. Oui, tu mettras peut-être plus de temps à arriver, mais une fois rendu, tu seras prêt à y rester. Alors, arrête de chercher la prochaine formule magique, tu n'en as pas besoin. Ce dont tu as besoin, tu l'as déjà en toi. De la détermination, la capacité d'apprendre et la force de persévérer même quand les résultats ne se voient pas encore. Fais du travail constant ton mode de vie. Fais de la patience ton arme et fonde-toi sur des principes solides. Parce que lorsque tu fais ça, le succès cesse d'être une possibilité. Il devient une question de temps. Numéro 5. Le pouvoir de l'auto-éducation. Personne ne viendra te sauver. Personne ne frappera à ta porte pour t'apporter le savoir dont tu as besoin pour transformer ta vie. Si tu veux grandir, avancer, cesser d'être la même personne qu'hier, tu dois assumer la responsabilité totale de ton éducation. Je ne parle pas seulement de diplômes ou de certificats, je parle d'auto-éducation, de cette décision puissante de ne pas attendre qu'on te dise quoi apprendre, mais de partir le chercher toi-même. Parce que quand tu comprends que le savoir est une forme de liberté, tu cesses de dépendre du système et tu deviens l'architecte de ton propre destin. L'auto-éducation est un acte de rébellion contre la médiocrité. C'est dire, je ne me satisfais pas de ce qu'on m'a donné, je vais aller plus loin. C'est cesser de consommer du contenu sans but et commencer à étudier avec un objectif. Tu apprends ce dont tu as besoin pour mieux vivre, pour penser plus clairement, pour agir plus sagement. Cela te donne du pouvoir, non pas le pouvoir superficiel d'impressionner les autres, mais le vrai pouvoir de comprendre le monde et d'y trouver ta place. Aujourd'hui, tu as accès à plus de connaissances que n'importe quelle génération précédente. Mais cela implique aussi un piège, la surinformation. Tu peux passer la journée à lire des choses, à regarder des vidéos, à écouter des podcasts et ne rien apprendre du tout. C'est pourquoi s'auto-éduquer, ce n'est pas s'emplir de données, c'est avoir de la clarté. De quoi as-tu besoin? Qu'est-ce qui te motive? Quelles compétences te seront nécessaires pour le futur que tu veux construire? Quand tu as ces réponses, chaque livre, chaque vidéo, chaque conversation devient un outil que tu choisis sciemment. Il est essentiel de fixer des objectifs précis. Il ne s'agit pas d'apprendre pour apprendre, mais de relier ce que tu apprends à tes buts.
Tu veux entreprendre? Apprends sur le business, le leadership, la finance. Tu veux améliorer ta communication? Étudie le langage, écoute des discours, analyse comment les messages sont construits. Tu veux mieux te comprendre? Plonge-toi dans la psychologie, la philosophie, l'écriture personnelle. Fais-le chaque jour, ne serait-ce qu'un peu, car la connaissance ne s'accumule pas en un seul jour, mais elle se construit avec la constance. Personnalise ton apprentissage. Nous n'apprenons pas tous de la même façon. Certains retiennent mieux en lisant, d'autres en écoutant, d'autres en écrivant ou en enseignant à leur tour. Apprends à te connaître, crée un système qui fonctionne pour toi, conçois tes propres routines d'études et n'attends pas de te sentir motivé à chaque fois. Fais-le parce que tu comprends que c'est vital pour ta croissance. Fais-le parce que tu t'es engagé envers toi-même, et c'est cet engagement qui te distingue. Celui qui s'auto-éduque a un avantage considérable sur celui qui attend que la vie l'instruise par hasard. Parce que pendant que d'autres se plaignent de ce qu'ils ne savent pas, toi, tu apprends. Pendant que d'autres perdent du temps dans des distractions vides, toi, tu construis quelque chose en toi que personne ne pourra t'enlever. Et quand viendra le moment d'agir, tu seras prêt. Non pas parce que tu es le plus doué, mais parce que tu es le mieux préparé. Du point de vue du stoïcisme, l'auto-éducation est une façon de vivre dans la vertu. Sénèque disait que tant que nous vivons, nous devons apprendre à vivre. Pour les stoïciens, l'apprentissage ne s'arrêtait pas à la jeunesse, c'était un devoir constant. Ils croyaient que la sagesse était la seule vraie richesse, parce que ni la mort ni l'adversité ne pouvaient la leur retirer. Et ils comprenaient que seul celui qui cultive son esprit peut rester en paix quand tout autour s'écroule. Alors, ne sous-estime pas le pouvoir de t'éduquer toi-même. Chaque heure que tu investis à apprendre quelque chose d'utile est une heure qui te rapproche de ta meilleure version. N'attends pas que la vie t'enseigne durement ce que tu peux apprendre par choix. Ne remets pas ton futur à la chance. Bats-toi pour la connaissance. Entoure-toi d'idées qui te poussent à aller plus loin. Pose des questions, cherche des réponses et garde le mouvement. Parce que celui qui n'arrête jamais d'apprendre n'arrête jamais de grandir. Et si tu fais de l'auto-éducation une habitude, tu verras dans quelques années que c'est cette décision qui aura tout changé. Numéro 6. Visualise tes objectifs et le processus. Ton esprit a besoin de direction, d'images claires pour savoir où aller. Il ne suffit pas de dire « je veux une vie meilleure, je veux réussir, je veux changer ». Ces mots sont vagues si tu ne les accompagnes pas d'une vision concrète. Ce que tu visualises avec clarté devient un aimant. L'esprit s'organise autour de ce que tu imagines constamment. C'est pourquoi visualiser tes objectifs n'est pas juste un simple jeu mental, c'est un outil puissant pour aligner ton attention, ton énergie et tes actions. Mais il ne suffit pas de visualiser uniquement le résultat. Il ne s'agit pas de voir seulement le succès final, l'objectif atteint ou la vie rêvée. Il s'agit aussi de visualiser le processus. C'est là toute la différence. Imagine-toi en train de te lever tôt, de faire ce que tu dois faire, même sans envie. Visualise les jours où tu chutes et comment tu te relèves. Visualise les obstacles, les doutes, les décisions difficiles, et la manière dont tu choisis de continuer malgré tout. Quand tu habitues ton esprit non seulement à voir le sommet, mais aussi la montée, tu prépares ton caractère à supporter le chemin. Ce n'est pas de la motivation vide, c'est un entraînement mental. Quand tu te vois agir avec discipline, patience, force, tu commences à intérioriser que tu en es capable. Tu commences à te forger une identité qui ne dépend pas des résultats, mais du processus, et c'est ce qui te maintient ferme quand ça devient compliqué. Parce que tu l'as déjà vécu dans ta tête, tu t'es déjà affronté à ça, du moins mentalement. Consacre 5 à 10 minutes par jour à cet exercice, ferme les yeux et projette-toi en train d'être la meilleure version de toi-même. Comment pense cette version? Comment parle-t-elle? Comment se comporte-t-elle sous pression? Quelles habitudes a-t-elle? Quelles décisions prend-elle chaque jour? Ensuite, ramène cette image dans ton présent et demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'en approcher ?» Tu n'as pas besoin de tout faire d'un coup, mais juste de poser la prochaine action avec intention. N'oublie pas de visualiser aussi les difficultés, non pas pour t'en décourager, mais pour te renforcer. Prépare-toi mentalement au cas où quelque chose ne se passe pas comme prévu, où tu aurais l'impression de ne plus tenir, où l'environnement ne te soutiendrait pas. Que feras-tu alors? Vas-tu abandonner ou t'adapter? Vas-tu perdre ta concentration
ou te rappeler pourquoi tu as commencé. Quand tu entraînes ton esprit à ces scénarios, tu bâtis ta résilience avant même d'en avoir besoin. Du point de vue stoïque, cela rejoint la premeditatio malorum, l'anticipation des problèmes, non pas pour vivre dans la peur, mais pour vivre avec force. Sénèque en parlait. Imaginez à l'avance les adversités possibles pour ne pas être pris au dépourvu. Les stoïciens n'étaient pas pessimistes, ils étaient stratèges mentaux. Visualiser le processus avec ses lumières et ses ombres était pour eux un moyen de rester centré sur la vertu plutôt que sur les résultats extérieurs. Quand tu fais de cette pratique une habitude, quelque chose en toi se met à changer. Tu ne te laisses plus porter par l'immédiat. Tu n'agis plus par impulsion, tu agis avec clarté. Parce que tu connais déjà le chemin, tu l'as ressenti, tu l'as parcouru mentalement plusieurs fois. Et quand il s'agit de le parcourir dans la vraie vie, ça ne te paraît plus impossible, ça te paraît familier. Visualiser ne remplace pas l'action, mais ça la prépare, la renforce, l'oriente. Dans un monde où beaucoup se laissent distraire, toi, tu avanceras avec une direction, parce que tu sais ce que tu veux et comment l'atteindre. Pas par chance, pas par magie, mais parce que tu l'as d'abord vécu en toi. Et quand un objectif naît dans ton esprit avec une telle clarté, l'univers n'a plus vraiment le pouvoir de t'arrêter. Seul toi peux le faire. Numéro 7. Les opportunités sont le résultat d'être prêt. Les opportunités n'arrivent pas par magie, elles n'apparaissent pas parce qu'aujourd'hui tu t'es levé en ayant de la chance, ou parce que l'univers a décidé de te bénir sans raison. Elles arrivent parce que tu t'es préparé à les recevoir. Parce que pendant que les autres se reposaient, toi, tu continuais à apprendre. Parce que pendant que le monde doutait, toi, tu continuais à construire. Et c'est là que beaucoup se trompent. Ils attendent que la vie leur donne quelque chose, sans avoir fait le travail intérieur nécessaire pour le mériter ou le maintenir. La vérité, c'est que les opportunités sont présentes tout le temps autour de toi. Le problème, c'est que tu ne les vois pas, non pas parce qu'elles n'existent pas, mais parce que tu n'es pas prêt à les reconnaître. Pour quelqu'un qui n'est pas préparé, une grande opportunité ressemble à un risque, à un travail trop dur, à quelque chose d'impossible. Mais pour celui qui a travaillé sur lui-même, qui a cultivé son esprit, ses compétences et sa vision, une opportunité est une porte qu'il sait déjà comment ouvrir. C'est un moment qu'il attendait. C'est le fruit naturel de sa préparation. Il ne s'agit pas de chance. Il s'agit d'être prêt au moment où un contact se présente, où un projet apparaît, où quelqu'un mentionne ton nom dans une pièce où tu n'es pas. Être prêt quand apparaît la possibilité de quelque chose de plus grand. Comment se préparer? Jour après jour, sans attendre que quelqu'un te motive, sans espérer des résultats immédiats. Tu le fais parce que tu sais que le moment viendra et que, quand il viendra, tu ne permettras pas qu'il te trouve dans le doute ou dans le manque de préparation. La psychologie du succès le confirme. Le principe de la préparation-opportunité montre que ceux qui s'entraînent, étudient et se développent sans relâche finissent par générer plus d'opportunités que ceux qui attendent que tout leur tombe du ciel. Ils n'ont pas plus de chance, ils ont plus de vision, plus de préparation, donc plus de capacité à agir vite quand le moment se présente. Tu veux que plus d'opportunités apparaissent dans ta vie? Alors investis en toi chaque jour. Apprends quelque chose de nouveau, améliore tes compétences, entoure-toi d'idées ambitieuses, étudie ceux qui ont déjà parcouru le chemin que tu veux suivre. Développe un état d'esprit positif, non pas naïf mais solide, qui ne cherche pas des excuses mais des chemins. Parce que plus tu es prêt, plus sera visible ce qui était invisible avant. Beaucoup disent, si une bonne opportunité arrivait, je donnerais tout. Mais la réalité, c'est que tu ne sauras jamais si tu pourrais tout donner si tu n'y es pas préparé. Es-tu prêt aujourd'hui à soutenir le succès que tu désires tant? Es-tu prêt pour le niveau d'exigence, de responsabilité, de décision difficile qu'il implique? Si tu ne l'es pas, cette opportunité te passera sous le nez. Peut-être même ne la verras-tu pas. Et le problème ne viendra pas de la vie, mais de ton manque de préparation. Les stoïciens comprenaient cela en profondeur. Ils n'attendaient pas que les circonstances extérieures soient favorables. Ils cherchaient à être prêts intérieurement, quoi qu'il arrive. Épictète disait que nous ne devons pas vouloir que les choses se passent comme nous le voulons, mais vouloir qu'elles se passent comme elles se passent, et nous former à y réagir avec sagesse. Pour les stoïciens, la véritable opportunité résidait dans chaque moment présent, chaque instant
où il pouvait pratiquer la vertu, le contrôle de soi et l'excellence. Il savait que si on se renforçait de l'intérieur, on était préparé à tout ce que la vie apportait. Alors, ne t'obsède pas en te demandant quand ton grand moment arrivera. Demande-toi plutôt, suis-je prêt quand il arrivera? Parce que si tu ne l'es pas, il te filera entre les doigts. Mais si tu l'es, tu le prendras fermement, lucidement, et tu le transformeras en quelque chose d'encore plus grand. Ne te prépare pas seulement quand tu as un objectif sous les yeux. Prépare-toi tout le temps, parce que ce n'est pas celui qui attend qui réussit, c'est celui qui s'entraîne à recevoir. Et si aujourd'hui tu fais ta part, demain les opportunités ne seront pas une question de chance, mais le résultat inévitable de ta préparation. Numéro 8. Développer une mentalité inébranlable. Tout commence dans l'esprit. Avant n'importe quel accomplissement, avant n'importe quel objectif atteint, avant n'importe quelle victoire extérieure, il y a une bataille intérieure déjà gagnée, la bataille de la mentalité. Peu importe ton talent, tes ressources ou les opportunités qui se présentent. Si tu n'as pas un mental solide, tu abandonneras dès le premier obstacle, tu douteras de toi au moindre imprévu, et tu laisseras tout tomber si tu échoues une fois. C'est pourquoi développer une mentalité inébranlable n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui ont un parcours sans embûches, mais celles qui ne se brisent pas quand tout va de travers, qui continuent alors que tout s'arrête, qui apprennent alors que les autres se plaignent. Et ce n'est pas génétique, c'est un entraînement, c'est une décision répétée chaque jour, de voir les défis comme une partie du processus et non comme des menaces, de comprendre que l'échec n'est pas la fin, mais un morceau de la route. Chaque chute, chaque erreur, chaque moment difficile est une opportunité déguisée. Seule la personne qui a la bonne mentalité peut le voir ainsi. La psychologie du succès le montre, c'est la mentalité de croissance. Les personnes qui croient pouvoir se développer, s'améliorer, s'adapter et apprendre avec le temps sont celles qui avancent le plus. Non parce qu'elles ne tombent jamais, mais parce qu'elles ne laissent pas la chute les définir. Elles s'en servent, l'analysent et la transforment en énergie pour leur prochaine action. Pendant que les autres s'enfoncent dans l'auto-apitoiement, elles s'élèvent dans l'apprentissage. Comment construire cette mentalité? D'abord, en acceptant que l'inconfort fait partie de la croissance, que la difficulté n'est pas le signe que tu échoues, mais que tu avances. Tu dois arrêter de fuir la douleur, la regarder en face et te demander « Que suis-je censé apprendre ici ?» C'est là que le changement commence, car ton attention détermine ton expérience. Si tu vois le défi comme une punition, tu souffriras. Si tu le vois comme un entraînement, tu grandiras. Ensuite, élimine la pensée du « tout ou rien ». Tu n'as pas à être parfait, seulement à continuer. Un mauvais jour ne signifie pas que tu as tout gâché. Un échec ne signifie pas que tu es incompétent. Cela veut juste dire que tu es en chemin et que ce chemin est précisément ce qui te façonne. Chaque jour où tu décides de ne pas lâcher, ton mental se renforce. Chaque jour où tu choisis d'apprendre plutôt que de te plaindre, ton caractère se solidifie. Voilà la mentalité inébranlable, celle qui se construit au cœur de la tempête, pas à l'écart. Du point de vue stoïque, cette vision est parfaitement cohérente. Marc Aurèle disait que l'âme se renforce en résistant, qu'il ne fallait pas souhaiter des épreuves plus faciles, mais souhaiter être plus fort soi-même. Les stoïciens ne cherchaient pas à éliminer les défis, ils cherchaient à les affronter avec vertu. Pour eux, la véritable liberté n'était pas d'éviter la souffrance, mais de maîtriser l'esprit qui l'interprète. Quand tu y parviens, plus rien ne t'arrête. Tu peux tout perdre à l'extérieur, mais si tu restes solide à l'intérieur, tu as déjà gagné. Fais du progrès ton objectif. Ne t'obsède pas sur des résultats rapides. Concentre-toi pour t'améliorer un peu chaque jour. Apprends à avoir confiance en toi, non parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tu ne vas pas abandonner. Il y aura des jours difficiles, des moments de doute, mais si ta mentalité est bien enracinée, tu avanceras, non pas grâce à la motivation, mais grâce à la conviction. Et c'est cela qui te mènera loin, parce que le talent peut ouvrir des portes, mais seule une mentalité solide te maintient à l'intérieur. L'enthousiasme peut lancer un projet, mais seule la résilience le fait tenir. Alors, entraîne ton esprit comme le muscle le plus précieux que tu as, car il l'est vraiment. Et quand tu le feras, tu verras qu'il n'existe aucun obstacle trop grand pour quelqu'un qui a décidé de ne jamais se briser. Numéro 9. Définir des objectifs avec un but.
Un objectif sans but n'est qu'une phrase jolie dans un carnet. C'est pour cela que tant de gens commencent avec enthousiasme mais s'éteignent en cours de route. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de talent ou de temps, c'est qu'ils n'ont pas de raison profonde pour soutenir leur motivation quand elle faiblit. Parce que la motivation est instable, mais le but est un carburant. Quand tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais, tu n'as plus besoin de ressentir l'inspiration en permanence. Tu agis même sans envie, parce que tu comprends que ce que tu fais a du sens. Définir des objectifs avec un but signifie aller au-delà du résultat. Ce n'est pas juste dire « je veux perdre du poids, je veux gagner plus d'argent, je veux réussir ». C'est te demander « qu'y a-t-il derrière cela ? Pourquoi veux-tu perdre du poids ? Pour ta santé, pour avoir plus d'énergie, pour tes enfants, par amour-propre, pour être libre de tes mouvements. Que représente pour toi la réussite, la reconnaissance, l'impact, la tranquillité financière, la contribution ? Plus ta raison sera claire, plus fort sera ton engagement. Quand les jours difficiles arriveront, et ils arriveront, tu te souviendras de ce pourquoi et tu comprendras que tu ne peux pas abandonner. Parce que ça ne concerne pas uniquement un objectif superficiel, mais quelque chose de profond. Fixer des objectifs avec un but, c'est aussi aligner ces objectifs avec ton identité. Il ne suffit pas que ce soit des choses que tu aimerais faire, elles doivent devenir une extension de la personne que tu veux être. Si tu dis que tu veux être discipliné, cela doit être cohérent avec tes valeurs et la version de toi-même que tu construis. Quand un objectif prend racine dans tes principes, il cesse d'être négociable. Il devient une partie intégrante de ton chemin, pas juste un petit caprice de début d'année. Écris tes objectifs, oui, mais écris aussi pourquoi ils sont importants pour toi. Ne te contente pas de réfléchir, mets-le noir sur blanc, parce qu'en écrivant, tu clarifies. En écrivant, tu te confrontes à toi-même. Ne t'arrête pas à une raison superficielle. Demande-toi, qu'est-ce que cela va changer dans ma vie si j'accomplis cet objectif ? À quoi ressemblera ma vie ? Comment vais-je me sentir ? Qui pourrais-je aider grâce à cela ? Et aussi, qu'est-ce que je perds si je ne l'accomplis pas ? Cette clarté émotionnelle est ce qui transforme un but en un engagement réel. C'est ce lien profond avec le but qui te donnera la résilience quand tout deviendra difficile, quand les progrès seront lents, quand le doute surgira. Tu reviendras à ce pourquoi et tu verras que tu ne peux pas abandonner, car il ne s'agit pas juste de toi, mais de ce que ça signifie, de ce que ça représente, de ce que tu as décidé de construire avec ta vie. Et cette force intérieure est indestructible. Du point de vue stoïque, cela revient à agir avec intention, à vivre selon la raison et la vertu. Les stoïciens ne poursuivaient pas des objectifs creux, ni des résultats extérieurs par caprice. Pour eux, chaque action devait avoir un but aligné sur leurs principes. Épictète disait « Ne marche pas sans savoir où tu vas ». Marc Aurèle se demandait constamment si ses actions étaient guidées par le bien ou simplement par le désir. C'est là la clé. Ne pas faire les choses seulement pour les faire, mais savoir pourquoi on les fait et si cela te rapproche de la sagesse, de la justice, du courage et de l'autodiscipline. Cette philosophie s'applique encore aujourd'hui. Quand tu vis avec intention, tu ne te laisses pas emporter par la confusion du monde. Tu as un cap, tu as des objectifs qui ont une âme, et c'est pour ça que même si tu mets du temps, même si tu tombes, même si tout se complique, tu n'abandonnes pas. Parce que tu sais qu'à chaque pas, tu avances dans quelque chose qui a du sens. Parce que chaque jour où tu choisis d'avancer, tu honores non seulement un objectif, mais une vision de la vie. Ne fixe pas des objectifs par effet de mode. Fixe-les avec un sens. Si un objectif ne te touche pas profondément, il ne te fera pas bouger. Mais si ce que tu poursuis est ancré dans ce que tu es vraiment et ce que tu veux vraiment, rien ni personne ne pourra t'arrêter. Parce que quand le but est plus grand que l'obstacle, l'objectif cesse d'être une simple possibilité et devient une promesse envers toi-même. Et ce genre de promesse, on ne la brise pas, on l'accomplit. Numéro 10. Stratégie pour surmonter la procrastination. La procrastination n'est pas de la paresse, c'est une forme d'évitement. Tu ne reportes pas parce que ça ne t'intéresse pas, mais parce qu'il y a quelque chose derrière qui te gêne. La peur de l'échec, la peur de ne pas faire les choses parfaitement, la peur de commencer quelque chose que tu n'es pas sûr de finir. Cette peur, mélangée à l'indécision et au manque de clarté, devient une barrière invisible qui te paralyse. Le pire, c'est que plus tu évites, plus la peur grandit. Pendant ce temps, tes objectifs se refroidissent, tes rêves s'usent et ta confiance en toi s'érode.
Mais sortir de ce cycle ne nécessite pas une transformation totale en un jour. Tu as besoin de petites victoires, de passer à l'action de manière minime mais régulière. Parce que l'action, même la plus petite, brise le schéma de l'inertie. Et c'est là qu'intervient l'une des techniques les plus simples et efficaces. La règle des 2 minutes. Quand tu as une tâche que tu repousses depuis un moment, engage-toi à ne la faire que 2 minutes, pas plus. Dis à ton esprit, je fais juste commencer, juste un peu. Dès que tu commences, il se passe quelque chose. Une fois que tu es en mouvement, il est plus simple de continuer. L'essentiel est de débuter sans pression. Ne pense pas à tout terminer. Ne t'exige pas la perfection. Pense seulement à commencer, à te mettre en route, à briser la résistance initiale. La plupart du temps, ce qui nous bloque, ce n'est pas la tâche en elle-même, mais l'idée que nous en avons. On la grossit, on en fait un monstre. Mais quand on s'y met, on se rend compte que ce n'est pas si terrible, qu'on peut le faire, et qu'on avait juste besoin de s'y mettre. Une autre stratégie puissante est de diviser tes tâches en étapes petites et concrètes. Ne te dis pas « écrire un livre », dis-toi « écrire 100 mots ». Ne te dis pas « organiser toute ma vie », dis-toi « ranger mon bureau ». En réduisant l'objectif, tu supprimes l'excuse. Chaque pas, même minime, crée un élan. Et l'élan est ce qui te sort de l'immobilité. Parce que quand tu vois que tu avances, même un peu, ton esprit recommence à croire en toi. Et ça enclenche une chaîne vertueuse. Plus de clarté, plus d'action, plus de motivation. Ne te punis pas pour avoir procrastiné, essaie plutôt de comprendre pourquoi. Observe-toi, qu'est-ce que tu évites vraiment? Quelle histoire te racontes-tu qui t'empêche d'agir? Quelle émotion essaies-tu de fuir? Parfois, il suffit de nommer ta peur pour qu'elle perde de sa force. Tu n'as pas besoin d'éliminer l'inconfort, juste d'apprendre à avancer malgré lui. Parce que l'action n'a pas à attendre que tu te sentes prêt. Elle attend juste que tu décides de commencer. Dans la philosophie stoïque, cet état d'esprit est essentiel. Les stoïciens n'attendaient pas de se sentir motivés pour agir. Ils agissaient parce qu'ils savaient que le temps est limité, que la vie est brève, et que chaque jour perdu dans l'indécision est un jour qui ne reviendra pas. Marc Aurèle l'écrivait clairement. Ne gaspille pas ce qui te reste de vie à discuter de la façon dont il faut vivre. Fais-le. Ça implique une action immédiate sans trop de drame. Faire ce qu'il y a à faire, même sans envie, parce que ce qui est juste ne dépend pas de ton humeur, mais de ton engagement. Alors, chaque fois que tu te sens prise au piège de la procrastination, souviens-toi de ceci. Tu n'as pas besoin de tout faire maintenant. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Tu n'as pas besoin de te sentir plein d'énergie. Tu as juste besoin de bouger. 2 minutes, un petit effort, une tâche fragmentée. Fais-le jour après jour, sans te juger, sans te mettre trop de pression, juste en avançant. Parce que l'action, même minuscule, aura toujours plus de puissance que l'intention. Et si tu en fais une habitude, tu seras surpris de voir à quel point tu peux accomplir des choses sans attendre de te sentir prêt, de tout ce que tu peux bâtir avec des actions petites mais constantes. Un jour, tu te retourneras et tu verras que tu as vaincu la procrastination, non par de grandes batailles, mais par une succession de petits pas choisis chaque fois que tu décidais d'agir plutôt que de fuir. Et c'est là l'une des victoires les plus transformatrices qui soit. Numéro 11. Fais en sorte que ton emploi du temps travaille pour toi, et non contre toi. Il ne s'agit pas d'avoir plus de temps, mais de mieux l'utiliser, parce que nous avons tous les mêmes 24 heures. La différence se trouve dans la manière dont tu les emploies. Certains vivent en courant partout, à éteindre des incendies, à se sentir submergés toute la journée, et à la fin, ils n'avancent pas. Pourquoi? Parce que leur emploi du temps travaille contre eux. Pas d'intention, pas de structure, pas de concentration, juste de la réaction. Et il est impossible de bâtir quelque chose de grand en ne faisant que réagir. Si tu ne prends pas le contrôle de ton temps, d'autres le prendront pour toi. Les distractions, les demandes extérieures, le chaos ambiant. Si tu ne décides pas de ce qui est important, tout te semblera urgent et tu finiras épuisé à faire beaucoup de choses sans résultat. C'est pourquoi ton emploi du temps doit être ton allié et non pas ton ennemi. Il doit être conçu pour te servir, pas pour t'esclavager. Il doit refléter tes priorités, pas seulement tes obligations. Commence ta journée avec clarté. Ne te précipite pas dans le bruit ambiant. Avant de prendre ton téléphone, avant de répondre aux messages,
Installe-toi et définis tes 3 tâches prioritaires. Juste 3, pas 20, pas une liste interminable. 3 choses qui, si tu les termines, feront que ta journée aura valu la peine. Cela t'oblige à hiérarchiser, à filtrer, à te demander « Qu'est-ce qui est réellement essentiel ?» C'est un changement majeur. Ensuite, une fois que tu sais ce qui est important, bloque du temps pour ces tâches. Ne les laisse pas à la merci du hasard. Si c'est important pour toi, ça doit apparaître dans ton agenda. Écris-le, protège-le, considère-le comme sacré. Parce que si tu n'alloues pas cet espace, le monde va l'occuper à ta place. Et c'est là que tu perds le contrôle. Ce n'est pas être occupé toute la journée qui compte, c'est être efficace. Avancer dans ce qui t'approche réellement de tes objectifs. Et rappelle-toi ceci, te reposer fait partie du plan. Le repos n'est pas une récompense, c'est une stratégie. Si tu ne recharges pas ta tête et ton corps, ta productivité s'écroule. Personne ne peut opérer à plein régime s'il est constamment épuisé. Programme des pauses, sors marcher. Médite quelques instants, respire. Ton esprit clair vaut plus que 10 heures d'activité sans direction. Quand tu utilises ton temps avec intention, tout change. Tu ne te sens plus victime de ta journée, tu te sens maître. Tu commences à voir des résultats. Tu as de l'espace pour réfléchir, créer, profiter. Tu cesses de courir après l'horloge et tu marches au même rythme qu'elle, parce que chaque tranche horaire a un but, une intention, une direction. Du point de vue stoïque, ce n'est pas nouveau. Les stoïciens accordaient une grande importance au temps. Sénèque disait que nous ne perdons pas seulement du temps en ne faisant rien, mais aussi en le consacrant à ce qui ne compte pas. Pour eux, le temps était la ressource la plus précieuse, plus que l'argent ou la renommée. Celui qui le gaspillait, gaspillait sa vie. C'est pourquoi ils insistaient pour vivre en pleine conscience, pour agir avec intention et ne pas se laisser emporter par l'inutile. Fais en sorte que ton emploi du temps reflète la vie que tu veux bâtir, qu'il soit un outil de ton évolution et pas un fardeau. Tu n'as pas besoin de le remplir de tâches pour te sentir productif. Remplis-le de ce qui compte, du travail essentiel, des moments de connexion, d'apprentissage, de repos conscient. Chaque jour est une opportunité de peaufiner cet équilibre. La différence entre progresser et stagner ne réside pas dans le nombre d'heures que tu travailles, mais dans la qualité de ton focus pendant ces heures. Alors, prends le contrôle. Définis tes priorités, protège ton énergie, ajuste ton rythme. Souviens-toi qu'un emploi du temps bien conçu ne te retire pas ta liberté, il te la donne. Parce que quand ton temps est à ton service, tu peux être vraiment présent. Et quand tu es présent, tu peux créer, avancer, profiter et vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Numéro 12. Apprendre de ses expériences personnelles et de celles des autres. Chaque expérience a quelque chose à t'enseigner, mais tout le monde n'est pas disposé à écouter. Nous vivons si vite, tellement distraits, focalisés sur la prochaine chose, qu'on oublie de regarder en arrière avec intention. Et c'est pourtant là, sur le chemin parcouru, que se trouve la sagesse que nous cherchons. Apprendre de tes propres expériences est l'un des actes de transformation les plus puissants que tu puisses faire. Tu n'as pas besoin de répéter les mêmes erreurs si tu as le courage de les analyser. Tu n'as pas besoin de trébucher toujours sur la même pierre si tu prends le temps de réfléchir avant d'avancer. Mais ce n'est pas simplement regarder le passé avec culpabilité ou nostalgie, c'est le transformer en professeur. Demande-toi, qu'ai-je appris de cet échec ? Qu'est-ce que cette relation ratée m'a enseigné ? Qu'est-ce que cette erreur, qui m'a fait tout recommencer, m'a montré ? Toutes ces situations ont un message caché, et si tu ne le captes pas, la vie te le redonnera encore et encore, jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne. Elle te fait passer le même examen jusqu'à ce que tu le valides. Cependant, tu n'es pas obligé d'apprendre uniquement de ta propre douleur. Il y a quelque chose de plus intelligent encore. Apprendre de l'expérience des autres. Observer, écouter, faire attention au chemin déjà parcouru par d'autres. Parce que le temps que quelqu'un d'autre a passé à se tromper peut t'épargner des années, si tu es prêt à mettre ton ego de côté. Ne pense pas que tu doives tout vivre toi-même pour comprendre. Parfois, il suffit d'avoir l'humilité de regarder avec attention. Les gens laissent des indices dans leurs histoires, leurs échecs, leurs conseils sincères. Si tu es entouré de quelqu'un qui a déjà traversé ce que tu vis, ne gaspille pas cette opportunité. Pose des questions, écoute, observe comment il a réagi, ce qu'il referait différemment, ce qu'il a appris.
Ne balaye pas tout d'un revers de main en te disant que, pour toi, ce sera différent. Peut-être que oui, peut-être que non. Et si tu peux avancer avec plus de clarté grâce à l'expérience de quelqu'un d'autre, pourquoi t'en priver? Applique cela au quotidien. Réfléchis. N'attends pas d'avoir du temps libre pour regarder en toi. Chaque soir, fais une pause et demande-toi « Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Qu'ai-je bien fait? Qu'est-ce que je peux améliorer ?» Puis observe ce qui est arrivé autour de toi. Qu'est-il arrivé à mes proches? Qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon sans devoir traverser la même souffrance? Cette observation et cette réflexion constante te rendent sage parce que tu n'agis plus par impulsion. Tu agis en tenant compte de l'expérience, la tienne ou celle d'autrui. Du point de vue stoïque, c'est un principe fondamental. Épictète disait « Est sage non seulement celui qui apprend de sa propre expérience, mais aussi celui qui apprend de celle des autres. » Les stoïciens pratiquaient la révision quotidienne. Marc Aurèle écrivait dans ses « Pensées pour moi-même », non pas pour publier un livre, mais pour s'analyser, se corriger, se peaufiner. Il considérait que chaque jour est une leçon, chaque interaction un test, chaque erreur une chance de s'améliorer. Il ne cherchait pas à vivre sans faute, mais à ne pas les répéter. Et s'il pouvait les éviter grâce à l'expérience d'un autre, c'était encore mieux. Si tu fais de cette habitude un pilier de ta vie, tu verras un changement radical. Tu commets moins d'erreurs, tu prends de meilleures décisions, tu as plus de clarté. Non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu ne laisses plus la vie te frapper aussi fort pour comprendre. Tu as déjà appris en faisant attention, tu as déjà absorbé les leçons, et ça te permet d'avancer plus léger, plus centré, plus intelligent. Ne gaspille pas tes chutes, ni celles des autres. Chaque histoire, chaque faux pas, chaque réussite contient un enseignement. Celui qui est éveillé, qui observe, qui réfléchit, en tire toujours quelque chose de précieux. Tu n'es pas là pour seulement accumuler des expériences, mais pour les transformer en sagesse. Alors sois attentif, prends des notes, apprends, parce que la vie te parle en continu. Tu n'as qu'à commencer à écouter. Numéro 13. La discipline d'épargner et d'investir. La liberté ne se trouve pas seulement dans le temps ou l'espace, mais aussi dans le rapport que tu entretiens avec ton argent. Je ne parle pas de devenir millionnaire ou d'amasser de l'argent par vanité, mais de cette tranquillité d'esprit qui naît du fait de savoir que quoi qu'il arrive, tu disposes d'un matelas. Que si un jour tout bascule, tu ne paniqueras pas, parce que tu as été avisé, tu as eu de la discipline, tu as anticipé. Voilà la véritable indépendance, la capacité de choisir sans que l'argent ne t'asservisse. Épargner n'est pas une punition, ce n'est pas se priver de vivre, c'est s'assurer de pouvoir vivre avec sérénité demain. Parce que le problème n'est pas combien tu gagnes, mais combien tu conserves. Tu peux gagner beaucoup et rester prisonnier. Tu peux gagner peu et commencer à bâtir quelque chose de solide. La différence réside dans tes habitudes, ta discipline, ta vision. Si tu veux réellement la liberté, tu dois voir l'épargne non pas comme un effort, mais comme une stratégie. Commence par la base. Tu n'es pas obligé d'épargner la moitié de ton salaire du jour au lendemain. Et c'est déjà 10%. Si tu peux plus, fais-le. Si c'est seulement 5%, c'est déjà un début. Le plus important est de forger l'habitude. Automatise-la si possible. Que cet argent sorte de ton compte avant même que tu ne puisses y toucher, parce que si tu attends de voir s'il en reste à la fin du mois, il n'en restera jamais. L'épargne vient d'abord. C'est ta façon de dire « Je protège mon futur, je me respecte ». Ensuite, une fois que tu commences à épargner, passe à l'étape suivante. Investis. Parce qu'épargner est essentiel, mais si ton argent ne fait que dormir, il perd de la valeur avec le temps. L'objectif n'est pas seulement de le garder, mais de le faire fructifier. Apprends à investir. Tu n'as pas besoin de devenir expert, mais tu dois connaître les fondamentaux. Investis dans ce que tu comprends, ce que tu peux gérer, puis élargis peu à peu ton champ de connaissances. L'argent qui travaille pour toi est un argent qui, à la longue, te procure de la liberté. Construire une base financière solide ne te protège pas seulement, cela te donne du pouvoir. Le pouvoir de dire non, le pouvoir de prendre des risques intelligents, le pouvoir de changer de cap si quelque chose ne va pas. Celui qui n'a aucun contrôle financier se retrouve souvent coincé dans des situations qu'il déteste,
juste parce qu'il a besoin de ce chèque à la fin du mois. Celui qui a été discipliné, patient, qui a mis de côté peu à peu possède des options. Et avoir des options est une forme subtile mais puissante de liberté. Dans le stoïcisme, on ne parlait pas directement de finances comme aujourd'hui, mais le principe reste le même. Les stoïciens mettaient en avant l'autosuffisance, la modération, le contrôle de ses désirs. Sénèque, qui était pourtant l'un des hommes les plus riches de son époque, mettait en garde contre le danger de dépendre du luxe ou de vivre au-dessus de ses moyens. Pour lui, la véritable richesse n'était pas d'avoir beaucoup, mais de se satisfaire de peu. Ce principe est toujours valable. Si tu gères bien tes ressources, si tu es sage avec ton argent, tu n'en es pas l'esclave. Fais de ta discipline financière un acte d'amour-propre. N'épargne pas juste par obligation, mais parce que tu te valorises, parce que tu comprends que tu mérites de dormir tranquille, sans crainte des imprévus, parce que tu veux avoir la possibilité d'aider les autres, d'investir dans tes idées, de prendre des décisions depuis l'abondance plutôt que depuis l'urgence. Cette mentalité te donne un avantage, elle te rend plus fort et te prépare à un futur que la plupart laissent au hasard. Oui, ça prendra du temps, il te faudra de la patience, mais chaque euro que tu mets de côté aujourd'hui est un pas de plus vers ton indépendance. Chaque investissement fait avec intelligence est une graine qui poussera au fil du temps. Et lorsque surviendra le jour où d'autres seront bloqués, toi, tu auras le choix. Parce que tu n'as pas attendu, parce que tu n'as pas dépensé sans compter, parce que tu as eu la vision et la discipline de construire quelque chose de ferme. Voilà la vraie richesse, celle que tu bâtis avec intention. Numéro 14. Utilise la gratification différée. Ce qui a le plus de valeur dans la vie ne s'obtient pas immédiatement. La plupart des choses vraiment importantes, le succès, la discipline, la liberté financière, l'épanouissement personnel, exigent une compétence cruciale, savoir attendre. Mais pas attendre passivement, plutôt attendre tout en travaillant, tout en construisant, sans voir de résultats immédiats. C'est ce qu'on appelle la gratification différée, et c'est l'une des habitudes qui distingue ceux qui obtiennent ce qu'ils veulent de ceux qui restent prisonniers du plaisir instantané. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité. Tout est accessible d'un clic. La nourriture, le divertissement, la validation, tout est instantané. Mais cette vitesse a un prix. Plus tu t'habitues à l'immédiat, plus ta capacité de résister, de persister, de reporter la récompense s'affaiblit. Et sans cette capacité, tes objectifs s'écroulent dès qu'une distraction apparaît. Pour réussir quelque chose de grand, tu dois t'entraîner à retarder le plaisir, non pas à l'éviter complètement, mais à le mériter. La règle est simple. D'abord l'action, puis la récompense. Pas l'inverse. Ne regarde pas ta série avant d'avoir étudié. Ne mange pas ton dessert avant d'avoir fait du sport. Ne sors pas t'amuser avant d'avoir accompli ce que tu t'étais promis de faire. Utilise ces petits plaisirs comme récompense, pas comme fuite. Ainsi, tu reprogrammes ton esprit, parce que tu cesses d'associer l'effort à la souffrance et tu commences à comprendre que le résultat en vaut vraiment la peine, car c'est toi qui l'as rendu possible. Pratiquer la gratification différée renforce ton autodiscipline, qui, à son tour, peut être travaillée comme un muscle. Chaque fois que tu choisis d'attendre, que tu postposes la récompense, tu deviens plus fort mentalement. Et cela te prépare à résister à des tentations plus grandes, à prendre de meilleures décisions, à agir avec une vision à long terme. Car pendant que d'autres cèdent au premier élan, toi, tu penses à la suite. Tu veux appliquer ça dans ta routine? Fais-le simplement. Établis une règle claire avec toi-même. Je ne m'accorde pas ceci tant que je n'ai pas fait cela. Par exemple, je ne regarde pas mon téléphone tant que je n'ai pas fini mon bloc d'études. Je ne bois pas mon café tant que je n'ai pas lu 10 pages. Je ne vérifie pas mes réseaux tant que je n'ai pas envoyé ce mail que je repousse depuis si longtemps. Ça paraît insignifiant, mais ça change tout, parce que ça montre qui est aux commandes, toi ou tes impulsions. Dans le stoïcisme, c'est exactement ce qu'ils pratiquaient. Les stoïciens n'étaient pas contre le plaisir, mais ils savaient que se laisser mener par lui représentait une faiblesse. Marc Aurèle disait que nous devions agir selon ce qui est rationnel et juste, non selon ce qui nous tente à l'instant. Épictète enseignait que la vraie liberté consiste à savoir dire non à ce qui semble plaisant sur le moment, mais qui ne nous fait pas de bien. Pour eux,
Se dominer soi-même était une vertu essentielle. Et la gratification différée en est une manifestation directe. Plus tu développes cette discipline, plus tu bâtis la confiance en toi. Parce que tu n'es plus esclave de tes pulsions, tu ne vis plus de façon réactive, tu vis selon une intention. Tu prends tes décisions en sachant qu'il y a quelque chose de plus grand que le simple fait de te sentir bien à l'instant T. Avec le temps, cela te mènera à des lieux que la plupart des gens n'imaginent même pas, parce que ce que tu retardes sagement aujourd'hui te récompensera grandement demain. Bien sûr, il y aura des moments où tu voudras abandonner, où tu te diras « juste cette fois, juste un peu, ce n'est pas grave ». Mais si, à ces moments, tu te rappelles qu'à chaque fois que tu choisis la facilité, tu repousses ce qui est important, alors tu choisiras différemment. Parce que tu ne recherches plus le confort, tu recherches ce qui a du sens, ce qui fait grandir. Et ça, c'est la vraie victoire. Se dominer soi-même quand personne ne nous regarde. Alors commence dès aujourd'hui. Ne te prive pas du plaisir, mais gagne-le. Utilise la gratification différée comme système d'entraînement mental. Avec le temps, tu verras non seulement que tu accomplis plus de choses, mais aussi que tu deviens quelqu'un de plus fort, plus concentré, plus libre. Parce que celui qui sait attendre sait gagner. Numéro 15. Répète, répète et répète, répète, répète et répète. Il n'y a pas de magie, pas de secret caché. Ce qui transforme ta vie, ce n'est pas ce que tu fais une fois avec enthousiasme, mais ce que tu répètes chaque jour avec intention. Ce que tu fais régulièrement devient ton identité. Si tu t'entraînes tous les jours, tu finis par devenir quelqu'un de fort. Si tu nourris ton esprit quotidiennement, tu deviens quelqu'un de sage. Si tu agis avec discipline chaque jour, tu deviens quelqu'un de fiable. Il ne s'agit pas d'intensité, mais de constance. Le problème, c'est que beaucoup sous-estiment le pouvoir du petit geste quotidien. Ils pensent que s'ils ne font pas quelque chose de grandiose, ça ne compte pas. Pourtant, c'est l'inverse. Ce qui change réellement ta vie, ce sont ces actions simples que tu répètes encore et encore, jusqu'à ne plus avoir besoin de motivation pour les faire. Elles deviennent une partie de toi, et là, l'effort diminue, mais l'impact se multiplie. Choisis une seule habitude, pas 10. Ne tente pas de changer toute ta vie d'un coup. C'est la voie directe vers l'épuisement et l'abandon. Trouve celle qui, si tu l'adoptes, en entraînera d'autres. Peut-être méditer 5 minutes, écrire une page par jour, lire 10 minutes chaque matin ou te lever à heure fixe. Peu importe, tant que tu la répètes quotidiennement, même si tu n'en as pas envie. Surtout si tu n'en as pas envie. La répétition est la mère de la transformation. Tu ne verras pas de résultat immédiatement. En fait, tu auras même l'impression de ne rien accomplir. Mais ça aussi, ça fait partie du processus. Parce que tu n'entraînes pas seulement ton corps ou ton esprit, tu entraînes ton caractère, tu envoies un message intérieur. Je peux compter sur moi, je fais ce que j'ai dit que je ferais. Et quand tu deviens quelqu'un de fiable envers toi-même, tout se met à changer. Il ne s'agit pas de perfection, mais de présence. Être là tous les jours, et si tu échoues, tu recommences. Si tu es en retard, tu rattrapes. Si tu doutes, tu continues. Parce que tu sais que la répétition est la clé, que la constance est la preuve de ton engagement. Ce qui te demande un effort aujourd'hui sera automatique demain, et c'est ça la force de la répétition. Elle transforme ce qui est difficile en naturel, ce qui est étrange en familier, ce qui est nouveau en partie de toi. Si tu as un doute, réfléchis. Comment es-tu devenu celui ou celle que tu es aujourd'hui? Par des habitudes répétées, bonnes ou mauvaises. Toutes les pensées que tu as habituellement, les émotions qui reviennent, tes réactions, tout cela s'est ancré avec le temps grâce à la répétition. Alors si tu répètes déjà des choses chaque jour, pourquoi ne pas choisir consciemment quoi répéter? Du point de vue stoïque, cette pratique est essentielle. Marc Aurèle écrivait tous les jours, non pas pour les autres, mais pour lui-même. Il répétait des rappels, des réflexions, des principes, car il savait que l'esprit a besoin de répétition pour ancrer ce qui est précieux. Épictète enseignait que comprendre une idée ne suffit pas. Il faut la vivre, la pratiquer, y revenir encore et encore. Parce que la vertu n'est pas seulement une pensée noble, c'est une habitude, une manière d'être qui se bâtit en répétant constamment ce qui est juste. Fais de ta répétition quotidienne une affirmation d'identité. Tu ne te contentes pas d'adopter une habitude, tu décides de qui tu es en train de devenir.
Tu bâtis une nouvelle version de toi à partir des gestes les plus simples, en étant présent chaque jour. Parce que celui qui répète finit par gagner, non pas parce qu'il a plus de talent, mais parce qu'il ne lâche pas. Chaque jour où il répète, il s'éloigne un peu plus de l'ancien lui et se rapproche de la meilleure version de lui-même. Alors, ne cherche pas des résultats immédiats, cherche des habitudes solides. Ne te focalise pas sur ce que tu vas accomplir ce mois-ci, mais sur ce que tu es prêt à répéter pendant des années. Parce que c'est ça, la formule, l'action répétée avec intention, jour après jour, pas besoin de motivation, sans attendre de reconnaissance. Juste toi, ton engagement et la décision quotidienne de continuer. Répète, répète et répète, et un jour, sans t'en rendre compte, tu auras changé, grandi, et tu te seras transformé. Si tu es arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, on voit bien que tu es engagé dans ta croissance, et ça te place déjà dans une autre catégorie. Maintenant, je veux que tu renforces cet engagement en laissant en commentaire cette phrase. À partir d'aujourd'hui, je m'engage à grandir chaque jour. Je suis stoïque. Fais-le pour sceller cela dans ton esprit, pour ne pas que ça reste une simple idée, mais que ça devienne une décision. Écris-la, relis-la chaque fois que nécessaire. Si ce message t'a parlé directement à l'âme, mets un like, abonne-toi et active la cloche, car ce n'est que le début. Ici, nous construisons un mental fort, un caractère solide et une discipline réelle, jour après jour, pas à pas, ensemble. Yeah!